Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le Forum du Justiciable et Amnesty Sénégal demande la levée du dispositif de sécurité à la cité Keur Gorgui. Selon ces organismes, cette situation est une violation des droits de Ousmane Sonko. Les dispositions idoines sont prises pour maintenir l'ordre public, répond le ministre de l'Intérieur. C'est un devoir régalien de l'État du Sénégal. Début du dialogue national ce mercredi 31 mai, un dialogue avec Khalifa Sall et sans Ousmane Sonko. Comment comprendre le j'y vais pas de l'opposition? À qui profite le dialogue? Le jeu en vaut-il la chandelle? Décryptage à suivre. Et puis, à un mois de la fête de Tabaski, les tensions politiques occultent les préparatifs de cette grande fête musulmane. Certains points de vente de moutons sont clairsemés, pas l'ombre de moutons dans d'autres points de vente historiques de Dakar. Les éleveurs craignent pour la sécurité des troupeaux dans ce contexte. Reportage édifiant à suivre. Et puis, la Tabaski, c'est aussi une aubaine pour l'activité de tannerie. Les peaux de moutons sont utilisées par les artisans tanneurs. Une semaine après la Tabaski, métier pratiqué par beaucoup de jeunes Sénégalais à Daradiolof dans le nord-ouest. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le dispositif sécuritaire à la cité Keur Gorgui est illégal pour le Forum du Justiciable et Amnesty Sénégal. Les deux organismes exigent le respect des droits de Sonko Ousmane. Reportage Cheikh Diop et Amadou Ba. Qui se focalise aux principes qui fondent l'état de... Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, est bloqué chez lui depuis son interpellation dimanche passé par les forces de défense et de sécurité. Son isolement est jugé illégal par le président du Forum du Justiciable qui se focalise aux principes qui fondent l'état de droit. Je suis pour le respect des institutions, mais également pour le respect des valeurs républicaines. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir astreindre Ousmane Sonko à une résidence surveillée, il faudrait qu'il y ait une base légale. Il faudrait qu'il y ait une décision de justice. Et jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas en connaissance d'une décision de justice qui astreint M. Ousmane Sonko à une résidence surveillée. Donc, sans une base légale, cela quand même constitue une atteinte à ses droits. La levée immédiate de ce blocus s'impose, d'après ce membre de la société civile sénégalaise. Et de permettre à Ousmane Sonko, de retrouver son droit de recevoir des visites et de pouvoir aller et de venir. C'est cela qui constitue la garantie pour la paix dans ce pays. Parce qu'encore une fois, dans un état de droit, tout le monde doit se plier au respect de la loi. Par ailleurs, Babacar Ba ne conçoit pas l'appel à la désobéissance civile proclamé par Ousmane Sonko. Parce que la désobéissance civile constitue une anarchie à l'ordre public. Donc nous sommes dans un état de droit et je pense que chaque citoyen sénégalais doit respecter les institutions de ce pays. Malgré qu'il ne soit pas assigné à résidence, Ousmane Sonko peine à voir ses avocats ainsi que les leaders de F24, ce qui est illégal selon ces acteurs de la société civile. Et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur cette situation qualifiée de blocus. L'État prendra toutes les dispositions pour maintenir l'ordre public car c'est un devoir régalien de l'État du Sénégal. Antoine Diome met également en garde les citoyens qui enveniment cette situation et qui soufflent sur les braises via les réseaux sociaux. Que sont la prévention et la répression. Si l'État doit prendre des mesures pour empêcher des rassemblements ou pour empêcher que des troubles graves soient portés à l'ordre public, l'État n'hésitera pas et tous les moyens qui seront nécessaires pour y parvenir, naturellement, seront pris. Et je voudrais, avant de terminer, préciser une chose. Toutes les personnes qui ont participé aux manifestations d'hier, pour l'essentiel, beaucoup d'entre les meneurs ont été déjà appréhendés, que ce soit à Dakar ou bien dans les régions. Et je m'arrête sur ce point pour saluer le travail remarquable des forces de défense et de sécurité. On a vu également, pour le déplorer, que des citoyens sénégalais vivant à l'étranger, assis d'ailleurs dans un certain confort, derrière leur clavier ou derrière leur téléphone, appelaient des jeunes Sénégalais à sortir dans la rue, à s'attaquer à des domiciles, à donner l'adresse de domicile donc de certains responsables, et même
des fois à envoyer de l'argent pour, disons, financer l'achat de carburant ou de produits inflammables. Je voudrais dire que l'État a pris toutes les dispositions pour saisir les pays dans lesquels ils vivent et signaler les messages qu'ils ont envoyés au Sénégal et le contenu de ces messages. Le cas échéant, ils peuvent revêtir la qualification d'infraction pénale dans ces pays d'accueil. Nous demanderons à ces gouvernements d'initier des poursuites contre eux. La violence a atteint un niveau alarmant. Hier, des dirigeants politiques de l'opposition comme du pouvoir ont vu leur maison attaquée, le siège du parti PASTEF aussi. Le corbillard de la mosquée de Sacré-Cœur n'a pas été également épargné par les casseurs. Retour sur ces faits graves. Fatima Touré et Pape Sangoné Baye. Les stigmates sont toujours visibles tout au long de cette ruelle qui mène à la maison de l'ancien ministre des Sports, Matarba. 6 véhicules au total ont été incendiés par des manifestants. Comme dit l'adage, un malheur n'arrivant jamais seul, les flammes se sont répandues jusqu'à la mosquée d'en face, causant d'énormes dégâts collatéraux. Matarba est un voisin immédiat de la mosquée. Donc sa maison et la mosquée sont pratiquement juxtaposées. Raison pour laquelle, au moment où les flammes se sont embrasées, la mosquée a été affectée de par le bâtiment qui mène vers la morgue. Le mur a été fortement affaissé. Il y a aussi la voiture qui sert à transporter les lincelles des disparus, à savoir le corbillard. Il a aussi été endommagé et calciné à fond. Le même sort est réservé au siège de PASTEF sur la VDN et d'autres maisons appartenant à des membres de l'opposition. Une réponse sans doute du berger à la bergère. C'est des manifestations qui étaient menées par de petits groupes qui se déplaçaient pour la plupart sur des motocyclettes et vous l'avez aussi tantôt indiqué, visant en début d'après-midi hier les domiciles de certains membres du gouvernement et des membres de la majorité présidentielle. Dans la soirée également, on a enregistré des attaques contre les domiciles des membres de l'opposition. Je voudrais m'arrêter sur ce point précis pour dire que dans un état de droit, il ne saurait y avoir de place à la forme d'une justice privée. 4 heures du matin, des nervis se sont présentés devant le domicile de la présidente Aïda Mbodj pour y jeter des cocktails Molotov et saccager ces 2 véhicules. Et nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit de prôner la violence, puisque nous sommes une coalition de paix, puisque nous sommes au Sénégal. Donc, il ne peut pas y avoir d'effet de cause à effet, puisque nous ne sommes ni la cause, nous ne sommes que l'effet. Aujourd'hui, la stabilité du pays doit être le cheval de bataille des hommes politiques, selon l'imam de la mosquée de Sacré-Cœur 3. On leur demande de revenir à la raison. Et pour cela, j'en appelle aux leaders religieux, aux chefs religieux, aux chefs coutumiers, aux porteurs de voix qui sont plus ou moins influents et qui peuvent, à partir de leur message, recadrer ces leaders religieux, ces leaders politiques qui ont en ligne de mire le pouvoir. Ceux qui sont déjà dans le pouvoir et ceux qui aspirent à prendre le pouvoir. Le blocus érigé chez Ousmane Sonko a suscité la colère de ses militants. Beaucoup de dégâts matériels sont notés dans la journée du lundi. La tension est toujours dans l'air en attendant le délibéré du procès opposant le leader de PASTEF à Adji Sarr le 1er juin prochain. Arrestation du journaliste Serigne Saliou Gueye. La Convention des jeunes reporters s'insurge. L'organisation s'inquiète du devenir de la profession de journaliste dans ce contexte de tension politique. Une réunion s'est tenue à Matam, dans le nord du Sénégal. Ali Bandegnan. Contexte de violence et de tension politique, les journalistes et reporters vivent des moments difficiles en ce moment au Sénégal. Le plus souvent gazés pendant les manifestations, des journalistes continuent de répondre de leurs actes. Après la mise sous mandat de dépôt de Serigne Saliou Gueye, une véritable inquiétude est en train de gagner les journalistes en activité. Je vois mal quand même l'État puisse utiliser ce moyen pour arrêter des journalistes. Nous avons tous peur, aujourd'hui nous sommes tous interpellés, on est inquiets. Si aujourd'hui, à cause de cette carte nationale de presse, l'État veut profiter de cette situation pour emprisonner des journalistes, ma foi,
on a peur, mais nous, ce qu'on peut faire en tant que jeunes reporters, continuer la sensibilisation pour que les confrères, surtout les jeunes reporters qui sont le plus souvent sur le terrain, puissent avoir la carte nationale de presse. Mais à vous dire vrai, nous sommes inquiets et que ça ne nous rassure pas aujourd'hui qu'on emprisonne des journalistes. Du tac au tac, le journaliste est emprisonné. Du tac au tac, le journaliste est convoqué à la section de recherche. Aujourd'hui, ça fait peur, c'est flippant, surtout nous les jeunes reporters. Devenu indispensable pour tout journaliste sénégalais, beaucoup de reporters se plaignent des lenteurs dans la livraison ou l'obtention de la carte nationale de la presse. Je pense que ces informations-là ne sont pas conformes à la vérité. Parce que sur quelques 2200 dossiers que nous avons reçus, nous avons examiné plus de 2000. Il nous reste peut-être un lot de 100 à 120 dossiers à examiner. Et la plupart, ce sont des dossiers qui concernent ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation et qui doivent passer par la commission de validation des acquis de l'expérience. Et le 3 juin, déjà, nous avons prévu une session pour examiner un certain nombre de dossiers. Il y a des récriminations qui sont faites. Je pense que ce sont des récriminations qui sont contenues dans le code de la presse et il reviendra aux acteurs de la presse de se lever, de faire le plaidoyer qui s'impose pour que certaines dispositions-là qui n'arrangent pas la presse, que ces dispositions-là puissent être changées. À quelques mois de la présidentielle, la Convention des jeunes reporters a regroupé à Matam les correspondants de presse en activité dans les 3 régions au nord-est du pays. Occasion saisie pour la mise en place de la cellule locale de l'organisation, désormais dirigée par Mamadou Adamaba, dit Petit Ba de la RTS. Merci Ali. L'autre grand titre de cette édition, début du dialogue national ce mercredi 31 mai dans l'après-midi au palais présidentiel. Un dialogue sans une partie significative de l'opposition. Dans le même temps, d'autres cadres de l'opposition vont prendre part au dialogue. Dialogue national, j'y vais pas. C'est un reportage de Pape Faraning et Amadouba. Malgré une situation tendue et une violence constatée un peu partout, le dialogue va se tenir entre le pouvoir et une partie de l'opposition, dont le leader de AJ/PADS. Pour lui, le dialogue est plus que nécessaire pour régler beaucoup de questions en suspens. C'est de s'entendre sur ce qu'on appelle les règles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir, c'est-à-dire les élections, des élections sincères, honnêtes, transparentes, qui ne seront pas contestées. Et l'autre dimension aussi, c'est que dans notre esprit, il y avait des candidats qui avaient été éliminés en 2019. Il faudra aussi régler ce problème-là et bien d'autres questions politiques. Maintenant, il y a aussi que les conditions de vie des populations sont très difficiles. Contrairement à lui, le leader des FDS, les Guelwaars estiment que les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue sincère. Parce qu'un dialogue doit être inclusif, un dialogue doit être constructif. C'est un dialogue pour raviver les divisions. Alors le dialogue doit rassembler, le dialogue doit unir, le dialogue doit apaiser. Pour qu'on en arrive à une démocratie apaisée, pour qu'on puisse aboutir à des consensus forts qui peuvent servir à la consolidation de la démocratie. Quels que soient les arguments brandis, seul un dialogue peut régler les divergences. L'opposition comme pouvoir puisse faire un appel au calme, à la paix, pour que les esprits puissent revenir. À partir de ce moment, je pense qu'on pourra tranquillement aller vers un dialogue sincère, constructif, pour sauver notre démocratie. C'est quand il y a des difficultés que les partis en présence discutent. Est-ce que l'Ukraine et la Russie sont en paix? Ils ne sont pas en paix. Elles ne sont pas en paix. Et elles discutent, qu'on soit au courant ou pas, les gens discutent. Est-ce que Nelson Mandela et le régime de l'apartheid à l'époque se faisaient confiance? Non. Mais Mandela était en prison. On le sortait pour aller discuter avec les autorités de l'apartheid et on le ramenait en prison jusqu'à ce qu'il finisse par s'entendre et que tous les détenus soient libérés. Mandela est allé à des élections et a gagné des élections. Après 27 ans
Le dialogue lancé par le chef de l'État va démarrer ce mercredi sans une bonne partie de l'opposition, dans un contexte où la tension ne cesse de gonfler. Dialogue national qui va durer 2 semaines maximum. Taxawu Sénégal sera de la partie. Khalifa Sall réitère son ancrage dans Yewwi Askan Wi, mais prend ainsi le contre-pied de la conférence des leaders de la même coalition. Explication Aminata Maresso. Un communiqué pour dire oui à l'appel au dialogue national lancé par le chef de l'État. Taxawu Sénégal dit avoir reçu l'autorisation de ses instances de base pour participer au dialogue national qui s'ouvre ce mercredi 31 mai. Dans la note, la structure dirigée par Khalifa Ababacar Sall dit avoir mis en avant le rôle central des militants à travers un processus inclusif visant à recueillir l'avis de toutes les instances de base, une consultation interne au niveau des structures, des communes, des départements et de la diaspora. Et de cette consultation interne, la base donne son aval pour une participation de Taxawu Sénégal au dialogue national. Khalifa Sall et ses collaborateurs rappellent tout de même leur appartenance à la coalition Yewwi Askan Wi et disent rester attachés aux fondements qui régissent la dite coalition. Pour Taxawu Sénégal, cette prise de position n'entache en rien son engagement dans l'opposition, tel que le refus d'une 3e candidature du président Macky Sall. Autre point jugé incontournable dans les discussions, la décrispation de l'espace politique, la libération des détenus arbitrairement arrêtés, la cessation des arrestations préventives, le respect des libertés publiques, une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique restent des points importants dans les discussions pour Taxawu Sénégal. Merci Aminata. Et puis à suivre en deuxième partie de soirée sur TFM, une édition spéciale consacrée à cette situation au Sénégal. Retrouvez Abdoulaye Cissé et ses invités. À la une également, à 1 mois de la fête de Tabaski, habituellement les moutons envahissent les rues de Dakar, mais cette année, à cause de la tension politique, certains points de vente historiques sont clairsemés. Pas l'ombre d'un mouton dans d'autres points de vente bien connus de la capitale. Les éleveurs et vendeurs ne sont pas du tout rassurés par la situation. Dans ce contexte, pas question de sortir les bêtes. C'est un reportage édifiant de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Dans cet espace aménagé pour la vente de moutons, une centaine d'éleveurs y exposés à l'occasion de la Tabaski. Cette année, la réalité est tout autre. Rien que 2 tentes occupent le site. Les manifestations notées ces derniers jours sont passées par là. Nous voilà à Nord Foire. Les tentes sont là, mais comme vous voyez, pas beaucoup de moutons jusque-là exposés. Nous exposants ne sommes pas encore rassurés. Nous attendons de voir le retour à la normale pour mieux maîtriser la situation. Autre site, nous sommes au stade Léopold Sédar Senghor. Ici, le décor est presque identique. J'ai entendu dans la presse que des manifestants ont brûlé des maisons et des voitures appartenant à des membres du gouvernement. C'est inacceptable. Ici, nous veillons à notre propre sécurité. Nous assurons la vente et le gardiennage en même temps. Ce n'est pas sûr vraiment. Ces éleveurs ont hâte de voir la reprise normale de leurs activités. Nous avons remarqué que des personnes mal intentionnées sèment le désordre dans les rues de Dakar. Et nous avons investi beaucoup d'argent, raison pour laquelle nous veillons à nos produits. Nous souhaitons une reprise normale de la vente des moutons pour une bonne opération Tabaski 2023. Après ce cri de cœur, nos interlocuteurs souhaitent la baisse de l'aliment de bétail pour mieux écouler leurs produits. Merci Maïmouna, et rappelez que cette année le besoin en moutons est estimé à 810 000 têtes, dont 260 000 pour la capitale sénégalaise. La Tabaski, c'est aussi une bonne nouvelle pour les tanneurs. L'activité connaît un pic après cette fête car les peaux de moutons sont utilisées pour la tannerie. À Dara Djolof par exemple, dans le nord-ouest du Sénégal, beaucoup de jeunes pratiquent ce métier. Cependant, ils sont confrontés à la raréfaction de la matière première. Illustration au centre de formation professionnelle de Dara Djolof, Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam.
Projet Insertion financé par la GIZ à travers son programme Réussir au Sénégal, une vingtaine de jeunes subissent une formation en transformation des cuirs et peaux. Au centre de formation professionnelle de Dara Djolof, les jeunes sont en pleine activité. Les femmes qui s'activaient à la transformation des cuirs et peaux s'étaient limitées à la tannerie, mais nous, on nous a appris la teinture des peaux, ce qui nous facilite la vente du produit fini. Du trempage à la teinture, tout un processus pour avoir une cire molle que l'on peut modeler à volonté. La première étape, on fait ce qu'on appelle le trempage. Après le déparasitage, on attaque ce qu'on appelle le pelennage. Après avoir préparé la chaux vive, on trempe les peaux et on fait ce qu'on appelle le foulonnage. Pendant deux jours, on revient, on fait ce qu'on appelle l'épilage. L'épilage, c'est comment enlever les poils avec les couteaux d'écharnage, les couteaux d'épilage. Donc, après le confitage, on attaque ce qu'on appelle le tannage. Le tannage, c'est on utilise l'acide pour les chimiques, mais nous, on utilise ce qu'on appelle le nem-nem et du sel. Voilà le processus de tannage. On attaque le processus de teinture. De l'avis de ces spécialistes, l'exportation des peaux doit cesser. Les cordonniers gagneraient à utiliser les peaux de bêtes du pays afin de booster l'économie du Sénégal. Cette peau permet de fabriquer des ceintures, des sacs, des chaussures et même des casquettes. Mais avec la tannerie traditionnelle, la peau sert à fabriquer aussi des amulettes. Les apprenants ont apprécié à sa juste valeur cette formation en transformation des cuirs et peaux, mais néanmoins, ils souhaitent des financements pour devenir de futurs entrepreneurs. Après cette formation, nous voudrions des financements afin de lutter contre le chômage par la création d'emplois. La formation des jeunes financée par la GIZ au niveau des CFP va contribuer à réduire le chômage des jeunes. Former, c'est bien, mais insérer est encore mieux. Merci Mamadou Moustapha. La modernisation du secteur informel passe nécessairement par la mise en place d'une union nationale de commerçants. Plus de 300 comités installés pour moderniser nos marchés avec un financement d'1 milliard de francs CFA. Zahra Yann Cham, superviseur de l'Union nationale du comité d'entreprise du Sénégal, estime que cette association permettra une bonne répartition des financements de l'État. Mamadou Fall et Amadou Ba. Centaines de comités déjà mis en place pour moderniser le secteur des commerçants du Sénégal, passer de l'informel au formel est l'objectif fixé par l'Union des commerçants du Sénégal sous la supervision de Zahra Yann Cham. Un défi que comptent bien relever les commerçants et les délégués de la région Dakar. Pour promouvoir l'émergence, nous devons assurer cette transition qui est de passer du niveau informel vers le niveau formel. Et c'est pourquoi je disais que j'avais un motif de satisfaction parce qu'avec la mise en place de l'Union nationale, c'est le premier jalon qui va vers la professionnalisation et la modernisation de ce secteur des commerçants. Nous avons l'Union qui est composée de délégués et de commerçants des 106 marchés sur 134 que compte la région de Dakar. Nous mettons en place des comités d'entreprise au niveau de chaque marché, il y en a plusieurs. Vous allez à Pékin pour le moment, ils sont à une centaine de comités, donc c'est comme ça que nous allons faire. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 320 comités d'entreprise au niveau de la région. S'organiser pour permettre à l'État du Sénégal de mieux financer le secteur, tel est le souhait des commerçants. 46 départements. Nous serons dans toutes les régions, dans tous les 46 départements du Sénégal pour sensibiliser nos pairs sur l'importance de la modernisation du secteur. Les négociations seront désormais bien encadrées entre les commerçants et l'État. Personne aujourd'hui n'a senti la subvention des denrées alimentaires. Pourtant, des milliards ont été injectés par l'État. La modernisation du secteur va concerner toutes les régions du Sénégal selon la directrice de l'ASEPEX. Zahra Yann Cham estime que la modernisation est plus que fondamentale pour l'émergence du Sénégal. Merci Mamadou. La campagne de commercialisation de l'anacarde de Basson-Plein à Sokone, les femmes transformatrices ont reçu le financement du FONAMIF, le Fonds national de la microfinance. C'est un soutien de 10 millions de francs CFA. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey.
Sokone est une zone de forte production d'anacarde. Hommes et femmes s'activent dans la filière. Pour les femmes, c'est surtout dans la transformation. Mais le produit, pourtant cultivé chez elles, leur est souvent inaccessible. Des industriels étrangers, beaucoup plus riches, viennent chaque année acheter la production. C'est un mal, c'est une épine qui est dans nos pieds depuis longtemps. En ce moment, si vous allez derrière le marché, il y a les camions qui sont en train de transporter les noix pour les amener à l'extérieur, soit en Inde ou bien dans les autres pays. Des fois, ils passent même par la Gambie. C'est un peu difficile et nous ne pouvons pas concurrencer avec parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Une situation amère pour les GIE de femmes transformatrices d'anacarde de Sokone. Elles manquent de moyens pour faire face à cette concurrence à laquelle elles assistent à chaque campagne. Nous ne pouvons pas avoir des financements au niveau des banques parce que les garanties, on n'a pas de garantie. Les taux d'intérêt sont un peu chers par rapport à nos travail. Et là, nous sommes restés là, les bras croisés. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie solidaire vient leur prêter main forte. Une subvention de 10 millions de francs CFA est mise à la disposition des femmes transformatrices d'anacarde de la commune de Sokone. Et c'est dans le cadre du Fonds national de la microfinance. Ça se justifie à double titre. Premièrement, nous sommes en période de campagne d'anacarde. L'autre raison aussi, c'est parce que Sokone, c'est une zone de forte production d'anacarde. Donc nous sommes venus ici pour cette remise symbolique de chèque d'un montant de 10 millions sous forme de subvention. 10 tricycles d'une valeur de 19 millions de francs CFA ont été également remis aux acteurs de la filière. L'objectif est de leur faciliter le transport de la production anacardière des champs vers les unités de transformation. Les oiseaux granivores à l'assaut de 2000 hectares de riz dans le nord du Sénégal. Les producteurs de la vallée du fleuve sont très inquiets. Les oiseaux ont envahi les champs ces dernières semaines. Ils demandent le soutien de l'État. Leur porte-parole Ousseynou Ndiaye avec Ousseynou Diop et Habib Seck. En train d'assister à un spectacle décourageant, désolant. Et vous allez voir vous-même les images. Mais des nuées d'oiseaux survolant les parcelles. Et pourtant, on a un hélicoptère. On a du produit, suffisamment de produits. On a un comité de lutte anti-aviaire composé par la SAED, la DRDR, les organisations de producteurs, mais aussi la compagnie agricole qui a une expérience avérée sur la lutte aviaire. La menace est plus que jamais présente aujourd'hui. Pourquoi on ne parvient pas à mener une lutte efficace avec tous ces moyens? Tout simplement parce que la DPV n'a pas voulu associer vraiment le comité de lutte vraiment sur la lutte aviaire. Éducation, aider les jeunes à mieux choisir les filières, c'est l'objectif du Salon du Campus. C'est la première édition, bien choisir sa filière pour trouver l'emploi adéquat. Écoutons le promoteur du salon, Charles Gay, avec Pape Farnig. Ça nous permet un peu de mettre en avant les différents métiers qui aujourd'hui vont permettre à ces jeunes de pouvoir occuper des postes de responsabilité demain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous avons un droit et un rôle à jouer par rapport à cet accompagnement qui est très essentiel. Donc, d'où l'a dit le parrain de ce salon qui est Djibril Diakhaté et que nous revisons aussi, il est important qu'on puisse savoir comment réorienter les choses et poser les débats afin de pouvoir aller de l'avant. L'accompagnement, le volet études qui consiste aujourd'hui à aider les jeunes à savoir quel type de filière. Aujourd'hui, si on prend juste les filles qui sont en série scientifique, il y a des entreprises qui veulent les recruter pour pouvoir les mettre dans les métiers du scientifique, de la géomatique et des sciences de la Terre. C'est important. Et elles ne le savent pas et il faut qu'on les aide à pouvoir le savoir. Il y a des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas forcément si en être doués mathématiques, ils peuvent faire ce qu'on appelle de l'informatique du réseau. Donc c'est ce volet aussi accompagnement information. Un mot de sport, parlerons de randonnée pédestre, donner les spécificités de l'hypertension artérielle, montrer comment lutter ou survivre face à cette maladie non transmissible. Objectif de l'Union des jeunes pharmaciens qui organise une randonnée pédestre qui, selon le président Karamba Samb, permettra de sensibiliser les populations sur cette maladie. Le voici avec Amadouba. Même si on fait tout aussi qui peut venir naturellement. Donc raison pour laquelle on a appelé la population à accepter la maladie 1. Deuxièmement aussi à faire de l'activité physique, mais aussi pour ceux ou bien les personnes qui seront en tout cas exposées à la maladie, de prendre leurs médicaments comme prescrit par le médecin, comme prescrit par le personnel médical, pour ne pas
avoir à subir les conséquences, les complications de cette maladie. Mais vous avez posé une question tout à l'heure en parlant de la corrélation entre l'hypertension artérielle et le diabète. C'est deux maladies qui sont non transmissibles et c'est aussi deux maladies aussi qui surviennent la plupart du temps avec la vieillesse. Parce que c'est dû aussi à un défaut parfois de fonctionnement des organes tels que le cœur, tels que le pancréas, mais aussi particulièrement tels que les vaisseaux sanguins. Raison pour laquelle on a tenu à rappeler ou bien à sensibiliser la population. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité ce soir, M. Cheikh Ahmed Tidiane Sy du QDIS. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.